L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Mardis de la Santé UNIM, organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, avec le soutien de son partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors ce soir, sur le plateau de Medscore, nous allons parler de l'arsenal thérapeutique en cabinet et de la bonne ou de la meilleure stratégie possible d'équipement. Alors, nous assistons à une situation assez paradoxale depuis le dernier trimestre 2022, c'est-à-dire que l'ensemble du marché de la rééducation fait l'objet d'un ralentissement conséquent des investissements en équipement matériel, comme en attestent la plupart des sociétés spécialisées en financement, tandis que parallèlement, de nombreux projets voient le jour, à l'instar des plateaux de rééducation et de réathlétisation. Alors, est-ce que c'est lié à une inflation du matériel en lien avec la politique et les stratégies commerciales des marques fabricants et distributeurs ? Alors, pour être capable de répondre, il faut analyser les structures marketing. Est-ce que le changement de comportement d'achat observé chez les thérapeutes est généré par l'arrivée de technologies qui viennent en rupture avec les pratiques classiques, au point de modifier la vocation des thérapeutes à travers des nouveaux moyens disruptifs? On en parle tout de suite autour du plateau de Medscore avec Dan Halifax. Donc, vous êtes consultant en sport santé, doté d'une longue expérience comme concepteur de salles de remise en forme et à ce titre rompu à l'exercice des investissements en matériel. Aujourd'hui, vous êtes directeur général d'un groupe national de fitness et vous créez des espaces de kiné dans les centres de fitness alors que vous faisiez l'inverse avant. Vous nous expliquerez pourquoi, comment. Avec nous en visio, merci de nous rejoindre Élie. Vous êtes directeur des achats et du marketing chez Elite Medical Promo Kiné à Carmont en Picardie. Société qui a été créée par Catherine Legrand, donc kiné à l'origine d'Elite Médical, puis il y a eu un rachat, une intégration de Promo Kiné. Donc actuellement, vous avez 2 marques en exclusivité, une grande expérience du marché et donc une bonne visibilité sur l'évolution. Merci d'être avec nous ce soir, même si c'est à distance. Et donc, au programme de ce soir, 3 axes, 3 parties. Quelle raison au ralentissement des investissements en équipement? Quelle analyse objective des comportements d'achat, analyse comportementale, et quid des critères déclencheurs d'un investissement? C'est pas du tout bon comme je présente le programme. Je peux recommencer? Ouais. Au programme de ce soir. Quand on est en direct, tant pis, je bafouille, je reprends, mais tant qu'à faire... Donc, au programme de ce soir, 3 axes, 3 parties. Quelles raisons au ralentissement des investissements en équipement? Nous analyserons les comportements d'achat des kinés en question et quid des critères déclencheurs d'un
investissement. Et donc là, on ouvrira les perspectives pour voir plus loin se projeter. Donc un mardi de la santé où on va tenter d'analyser, de comprendre la situation pour tenter d'apporter des réponses et des solutions. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons sur le plateau Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM sur le plateau. Donc Aude, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'UNIM et son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé? Oui, Nathalie, alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est créée il y a une quarantaine d'années et qui a négocié en fait des contrats spécifiques dédiés aux professionnels de santé, que ce soit en prévoyance, en complémentaire santé, en assurance emprunteur, mais également pour couvrir l'exercice en groupe. Et donc sa particularité de cette association, c'est que son conseil d'administration est composé uniquement de professionnels de la santé. Voilà, donc, et on s'est appuyé sur un assureur assez connu qui s'appelle Allianz, première marque mondiale d'assurance, pour justement pouvoir proposer des contrats avec une signature solide pour nos adhérents. Peut-on prendre un cas particulier pour illustrer vos propos ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une assurance, hein ? Souvent, on parle de la prévoyance. En tout cas, souvent, votre comptable vous alerte, justement, tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'il est important de prendre une prévoyance complémentaire. En effet, le régime de la Carpinco, qui est celui des masseurs-kinésithérapeutes, est largement insuffisant, que ce soit en indemnité journalière, mais également en invalidité ou même dans les cas les plus graves, dans le cas du décès. Et on va venir, nous, avec cette assurance, compléter ces revenus que vont vous donner le régime obligatoire pour maintenir votre niveau de vie, quels que soient les aléas, maladies, accidents, agressions que vous pourriez subir aussi bien dans la vie professionnelle que privée, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé à nos auditeurs. De quoi va-t-on parler ce soir avec l'UNIM ? Tout à fait. Alors ce soir, on vous propose un atelier pour vous présenter l'association UNIM, mais surtout tous les avantages qu'a négocié cette association pour les kinésithérapeutes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est 10 minutes à la fin de l'émission avec un échange personnalisé, donc avec un correspondant de l'UNIM. Voilà. Donc notre première partie, état des lieux. Quelle raison au ralentissement des investissements en équipement ? Alors, le ralentissement des investissements en équipement serait-il lié à une inflation du matériel en lien avec la politique et les stratégies commerciales des marques fabricants et distributeurs ? Ou y a-t-il d'autres causes ? Donc une analyse des structures marketing s'impose et dans cette première partie, nous allons commencer par un état de lieu pour bien cerner notre sujet et voir plus clair, voire apporter des solutions à l'issue de notre débat. Je m'adresse à vous, Élie. Alors, est-ce que Elite Médicale Promo Kiné se revendique comme expert du diagnostic et de la rééducation. Pouvez-vous nous situer rapidement votre activité pour que l'on comprenne pourquoi votre témoignage nous intéresse autant pour notre sujet de ce soir ? Oui, bonsoir. Chez Elite Médicale, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, on importe et on distribue du matériel d'évaluation et de rééducation qui est destiné soit aux kinés libéraux, soit à tout ce qui contient un plateau technique dans le privé ou dans le public, que ce soit en centre de rééducation, en clinique, en centre hospitalier, en EHPAD. On travaille aussi beaucoup avec les structures sportives. On a une douzaine de chargés de projet, de commerciaux qui eux-mêmes voient des dizaines de clients toutes les semaines, ce qui nous donne une vision assez large du marché de la rééducation en France, dont on essaie de faire profiter nos clients dans le cadre de projets d'installation, de diversification d'activités. Donc voilà, on a une vingtaine d'années d'expérience du marché de la kiné qu'on essaye de mettre à profit pour tous nos clients. Merci beaucoup. On va avoir plein de questions à vous poser du coup. Dan, pouvez-vous nous expliquer brièvement alors votre activité, puis ce switch que j'ai évoqué en 2022 qui vous a mené à changer votre fusil d'épaule. Alors, idem pour que l'on comprenne bien pourquoi votre regard nous intéresse autant ce soir.
Bien écoutez, merci Nathalie. Ça fait 22 ans que je crée, que je développe et que j'exploite des centres de remise en forme qui sont passés de salles de sport à salles de fitness. On revient à la remise en forme, le sport santé. En 2010-2011, on a commencé à avoir une réelle agitation au niveau du corps paramédical pour tout ce qui est sport santé. Donc j'ai pris une orientation avec une société de consulting qui m'appartient pour de la gestion de projets spécifiquement sur le sport santé et la diversification d'activités auprès des masseurs kinésithérapeutes. Donc ça fait à peu près 12 ans. Et c'est vrai que d'avoir travaillé sur de nombreux projets, d'avoir rencontré plus de 250, 280 projets avec des kinés, on a eu la possibilité de tester un nouvel axe de développement qui est, au lieu de développer une activité de diversification sport-santé dans un cabinet de kiné, et ben là on a testé depuis 2022 d'amener les kinés dans les structures déjà existantes de remise en forme, plutôt orienté fitness remise en forme, avec un secteur sport-santé où ils ont la possibilité de bénéficier déjà de tous les investissements lourds des clubs de fitness, et on pourra en parler un petit peu plus en détail par la suite. Tout à fait. Merci pour avoir planté du coup le décor de votre présence ici. Élie, est-ce que le marché est-il réellement en berne? Et si oui, depuis quand? En berne, on peut dire globalement oui. Depuis quelques années, on ne peut pas vraiment fixer de date précise à un moment où tout se serait arrêté. Il y a plusieurs facteurs qui font que le marché de l'investissement est en berne, comme vous dites. On peut bien sûr parler du Covid, où les kinés libéraux ont dû fermer leur cabinet pendant 2 à 3 mois, de la période de crise inflationniste qu'a suivi, où on a des augmentations de charges du cabinet. Donc il est certain qu'on gardera une période pré-Covid et post-Covid qui est différente. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le moment où tout s'est arrêté. Maintenant, c'est à replacer dans une perspective un peu plus globale. On n'a pas eu pour les kinés libéraux d'augmentation de la lettre clé depuis très longtemps, pas de revalorisation des actes. Donc ça ne date pas vraiment du Covid, c'était une tendance qui était un petit peu déjà constatée avant, mais qui a été accentuée par la doublette Covid-inflation. D'accord. Alors vous avez la particularité de vendre des gros équipements, c'est à l'origine d'Élite Médicale, et aussi des petits équipements, des fournitures. Donc c'est plus la gamme Promo Kiné, j'ai bien compris. Vous m'avez expliqué qu'en fait vous alliez depuis le litre de crème de massage jusqu'à de grosses installations. Comment est impactée votre activité sur ces 2 volets? Alors il faut plus voir ça sur la partie libérale ou institutionnelle. Il y a, je dirais, d'une manière générale, sur le secteur libéral, un ralentissement des investissements ou en tout cas un décalage. Voilà, on sait que les charges d'un cabinet ont augmenté et qu'en revanche, il y a une perte de pouvoir d'achat non négligeable. Donc on a un ralentissement sur la partie équipement. On a toujours besoin de consommables. Un cabinet aura toujours besoin, comme vous dites, de crème de massage, de draps d'examen, d'électrodes, de ce genre de choses. On va retarder peut-être un petit peu plus des investissements sur des machines de physiothérapie, sur des machines de cardio-training, des choses comme ça. En revanche, sur la partie institutionnelle, où là on est plus dépendant de financement des ARS, on va dire, du pouvoir public d'une manière générale, la tendance est un petit peu différente. Au global, ce qu'on constate, c'est non pas un arrêt complet des investissements, mais souvent un décalage ou un côté un petit peu plus frileux chez les investisseurs et chez les décideurs. Dame, comment vous analysez, vous, le ralentissement de ces investissements, à la fois comme phénomène conjoncturel et structurel? Bon, de toute façon, il faut le regarder sur les 2 plans, conjoncturel et structurel. Comme il parlait Élie juste avant, il y a la partie libérale qui est très importante, et la partie libérale ne se détache pas tant que ça de la partie grand public. Et aujourd'hui, on est dans une période de crise économique qui est liée à de l'inflation, qui est liée à des craintes liées au mouvement géopolitique. Et donc, de la même manière que les épargnants font attention, les professions libérales font également attention à leurs dépenses parce qu'elles sont directement liées aux dépenses des ménages.
Donc conjoncturelle, je pense qu'elle est assez facile à expliquer. Maintenant, il y a la partie structurelle. Moi, de ce que j'ai pu voir de cette activité, c'est qu'il y a 20, 25 ans, voire même 30 ans en arrière, une partie, certes marginale, mais efficace des kinés ont pris des parts de marché sur le marché de la beauté. Cellule M6, LPG ont su exploiter cette partie-là. Et ensuite, on a une deuxième vague qui était plus en lien avec l'ADN des kinés, qui est la partie sport-santé, qui a commencé à pointer son nez, comme je disais, en 2010-2011, qui a essayé de commencer à émerger 2012-2013. On a commencé à voir des cabinets se mettre en place sur du sport-santé. Et puis en fait, je pense que les kinés sont en train de vivre un petit peu le même revers de médaille que le fitness, c'est qu'on est en train de se rendre compte que l'automédication, le sport santé, la prévention, en fait, le grand public en France, en fait, la peine à l'adopter. Et en fait, finalement, quand il l'adopte, en fait, c'est pas rentable. Voilà. C'est pas la poule aux œufs d'or qu'on a imaginé en 2011-2012. D'accord. Et donc déjà, les kinés n'étant de manière au départ pas structurée pour la partie business, la partie diversification, la partie gestion de projet financière, entrepreneuriale, on va dire. Ben en fait, je pense que on est en fait dans le ventre mou de ce projet sport santé qui est amené à être plutôt pris par les kinés, mais peut-être que ce seront les APA finalement qui feront le bond en avant plus rapidement. Et ce ventre mou, je pense qu'il explique de manière structurelle, en tout cas le ralentissement des investissements, en tout cas sur cette partie sport santé. Voilà. Ça ouvre sur un autre débat d'ailleurs qu'on aborde régulièrement sur le plateau ici. Pour terminer cette partie, Élie, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que vous avez un hit parade de vos ventes, un podium? On n'a pas un classement, mais juste pour nous donner un petit peu une représentation de ce qui a la cote ou moins la cote. Chez Elite Médical, on a dans notre ADN, je dirais, l'installation de cabinet, c'est-à-dire que on a vocation à accompagner des gens qui s'installent en tant que primo-accédants sur l'ensemble du matériel dont ils ont besoin. Derrière, sur des diversifications, sur des orientations différentes d'activités, on équipe des cabinets complets et des plateaux techniques complets dans des structures. Donc c'est un petit peu, c'est la grosse partie de notre activité. Après, on intervient sur toute une partie physiothérapie qui est complémentaire de la pratique, on va dire, manuelle des kinés, dans lesquelles on trouve des classiques de la physiothérapie en cabinet, tels que les machines de T-car-thérapie, d'ondes de choc, tout un tas de machines de physio, et l'ensemble de ce qu'on trouve au cabinet qui va être parfois entre la pratique de soins conventionnés classiques et une éventuelle pratique hors convention ou hors nomenclature, dont on parlera peut-être plus tard, qui est valable pour toutes ces machines de physiothérapie, mais aussi pour tout ce qui peut être cardio-training, du tapis, du vélo, ce genre de choses. Donc voilà, pour répondre à votre question en 3 mots, on est spécialisé dans les installations de cabinet ou les reconversions, dans la physiothérapie et dans tout le matériel de cardio-training classique qu'on trouve au cabinet, de mobilier, de table d'examen, ce genre de choses. Et la même chose pour les plateaux techniques. Que pensent les principaux intéressés, les kinés, de l'évolution des équipements en matériel des cabinets ? Alors, l'équipement dans un cabinet de kiné est quand même fondamental parce qu'on ne peut pas tout faire avec nos mains. Donc, il faut du matériel, du petit matériel, du gros matériel. Si on veut être assez exhaustif et pouvoir s'occuper de tout le monde, aussi bien de la réathlétisation que du renforcement spécifique sur une zone, que autonomiser un patient, bon, on a besoin de matériel. Alors, il y a les dernières générations de matériel qui sont très sophistiqué avec de l'accompagnement vidéo, digital, c'est très bien. Ça demande parfois un certain temps d'adaptation pour l'utiliser et parfois on n'utilise pas tout. Il y a les appareils classiques de musculation qui ont leur intérêt. Hein. D'ailleurs, on sait que dans le haut niveau, on ne fait pas de haut niveau sans une salle de musculation classique. Et puis, il y a toutes les nouvelles façons de réathlétiser, de traiter, de soigner, de renforcer, de réadapter le corps par rapport à des pathologies comme les tendinites, par exemple, où on va utiliser énormément des élastiques, des ballons, une gymnastique au sol, des kettlebells. Voilà, donc maintenant, un cabinet pourrait
fonctionner avec que du petit matériel qui déjà rend bien service et permet d'aller assez loin. Ensuite, les appareils de musculation classiques ont tout leur intérêt pour l'autonomisation, pour que ce soit un effort guidé. J'ai beaucoup de personnes âgées qui font un peu de musculation et qui aiment bien faire des exercices guidés, non pas avec des charges libres. Donc c'est un peu plus facile, c'est un peu plus sécurisant. Voilà, ça va dépendre de la taille du cabinet aussi. Est-ce que les jeunes kinés ou d'autres kinés ont suffisamment de place pour mettre du matériel? Il faut une salle d'évolution, donc un peu de place pour bouger. Je dirais que c'est cas par cas en fonction de ce que souhaite utiliser le kiné, ce qu'il a appris comme technique. Les kinés sont en train de beaucoup se transformer en préparateurs physiques, je trouve. Ils font un petit peu moins de soins. C'est peut-être un petit peu dommage, mais la préparation physique, le réentraînement à l'effort, les exercices sont indispensables de toute façon. En ce qui concerne le gros matériel, le problème, c'est que ça coûte quand même cher quand on voit l'évolution des prix et le chiffre d'affaires des kinés qui augmente quand même pas beaucoup. Le prix de la séance, c'est quand même un peu dérisoire, hein. On fait intervenir un chauffagiste, ça va coûter 150 à 200 euros. On fait intervenir un médecin, ça coûte 50 euros. On fait intervenir un kiné, ça coûte entre 16 et 20 euros. Donc, il y a une disparité dans la prise en charge et le financement des soins. Et comme le matériel augmente, le chiffre d'affaires n'augmente pas, ça devient difficile d'acheter du matériel haut de gamme, de qualité, avec les nouvelles technologies, avec les aides digitales. Voilà, donc c'est un vrai problème, mais qui est pallié par justement tous ces petits matériels, des plateaux, d'équilibre, des élastiques, des coussins avec lesquels on peut travailler allongé, debout, assis sur un pied, voilà, des bâtons, des cordes, le TRX d'ailleurs, qui est un truc qui est pas mal, puisque c'est facilement utilisable au cabinet et puis chez le particulier. Donc, si les gros fabricants de matériel ne font pas attention, ils vont encore avoir une baisse dans leur quantité de vente, parce que les kinés vont s'orienter de plus en plus vers du petit matériel avec lequel on peut presque tout faire en termes de rééducation et de réathlétisation. Mais c'est vrai que si on veut aller encore plus loin, si on veut faire des choses très, très pointues, l'aide digitale des nouveaux équipements, c'est un truc qui est pas mal, avec du feedback, avec une prise en charge de la contraction musculaire, avec des électrodes, surveillance de la posture, du travail isocinétique. Voilà, donc ça va dépendre en fait de ce que peut faire l'équipe thérapeutique, l'équipe de soins dans son cabinet. Merci beaucoup. Alors vous avez effectivement déjà un petit peu anticipé sur notre troisième partie, mais on va déjà passer à la seconde. Donc en conclusion de cette partie, on a pu voir confirmer que, comme l'attestent la plupart des sociétés spécialisées en financement, l'ensemble du marché de la rééducation fait l'objet d'un ralentissement conséquent des investissements en équipement matériel. Alors c'est une réalité, on a pu en analyser les causes avec vous. Il nous faut à présent davantage comprendre pour in fine apporter des solutions, ouvrir vers l'avenir, optimiser, positiver, sortir de l'ornière et de la morosité en se projetant plus loin dans le futur. C'est ce que vous vous appliquez à faire, Dan. Donc, après avoir établi le constat du ralentissement des investissements, avoir mené une analyse purement économique, on va essayer déjà de comprendre l'évolution des comportements d'achat. Nous allons donc nous intéresser au kiné sur un plan plus personnel et tenter une analyse comportementale sans vouloir être trop prétentieux. Et c'est l'objet de notre deuxième partie. Notre deuxième partie, analyse objective des comportements d'achat. Alors nous avons déjà étudié les raisons conjoncturelles et structurelles qui sont à l'origine du ralentissement des investissements en équipement. Voyons à présent comment évoluent les kinés sur un plan plus personnel dans leur comportement d'achat. Comment se projettent-ils? Sont-ils plus frileux qu'avant? Plus observateurs, attentistes, par exemple par rapport au phénomène du sport santé? On en parlera avec vous, Dan. Et bien sûr, nous irons poser la question à un kiné.
Dan, pour vous, le kiné est connu pour acheter des gadgets, autrement dit, jusqu'à 15 000 €, ça passe bien. Au-delà, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Bon, on va minimiser la notion de gadget quand même. Hein, 15 000 €, ça reste un outil quand même Je forçais le trait pour vous faire réagir. Médical quand même de qualité. Maintenant, effectivement, on est plutôt sur des investissements dans les affaires qu'on va considérer plutôt bas. Ça s'amortit assez facilement, hein, 15 000 €. Hein, si on fait un amortissement sur 5 ans, ça ne représente pas grand-chose, c'est 3 000 par an. Je pense que tout d'abord, c'est lié à la structure libérale, très souvent, du kiné. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Donc, ce ne sont pas des statuts qui sont amenés à faire de forts investissements en termes de crédit, voilà, de par la nature même de la profession libérale. Et puis ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est que le forts investissement nécessite deux choses clés. Et qui vont peut-être venir bouleverser beaucoup d'habitudes dans le corps paramédical et chez les kinés, qui est la notion de crédit important. Donc c'est un engagement personnel quand on est en statut libéral. Quand on est en société, c'est un engagement de société. Donc c'est des crédits voilà, sur lesquels il faut une vraie assise financière. Donc ça a tendance à inquiéter les gens, et d'autant plus les kinés. Et puis le deuxième élément, c'est que pour faire ces investissements, il faut ensuite pouvoir s'en servir. Et pouvoir s'en servir, ça nécessite d'avoir du monde. Et donc le deuxième élément clé pour moi, c'est la nécessité de s'associer et de faire un projet de groupe, en fait, ce qu'on appelle un projet de société très souvent. Et donc c'est plusieurs personnes. Donc si on va faire un investissement de 150, 200 ou 400 000 €, forcément ça ne repose pas sur un ou deux kinésithérapeutes, ça repose sur une association de kinésithérapeutes, et puis peut-être le fait de devoir travailler avec des professions transversales, comme les coachs sportifs, comme les médecins, comme les éducateurs d'activité physique adaptée, etc., etc. Donc ça devient également un problème, non pas seulement d'investissement et de crédit, mais également de management. Merci beaucoup. Élie, qu'est-ce que vous observez sur le terrain ? Quelle est l'évolution dans les pratiques d'achat de votre clientèle kiné ? On constate effectivement, comme disait Dan, on a plusieurs types de clientèle. Il y a des projets, on va dire, plus ou moins ambitieux. On voit aujourd'hui encore des gens qui s'installent seuls dans des cabinets traditionnels avec peu de matériel, ce qu'on fait également. Après, il y a des projets qui sont plus importants dans le cadre de structures de SCM, de SCI, avec beaucoup de kinés, avec des projets plein d'ambition, de matériel. Donc, il y a, je dirais, peut-être un ralentissement global dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les projets les plus porteurs sont ceux qui ont de la diversification, des prises en charge globales, à l'image un petit peu de ce qu'on trouve dans les maisons de santé, des projets qui ne vont plus avoir uniquement un ou deux kinés, mais des ostéos, des diététiciens, des prises en charge globales avec non plus seulement une partie soins, mais une partie conseil. Donc on voit que ce sont aujourd'hui les projets les plus porteurs et qu'il est nécessaire aujourd'hui, si on veut sortir un petit peu du lot, de ne plus s'en tenir à toute la partie soins conventionnés. En tant que directeur achat, marketing, comment vous faites évoluer, je mets des guillemets, votre catalogue de produits disponibles, équipements high-tech versus produits de consommation ? Alors, le nom de la société, c'est Elite Médical. Donc, la bien nommée, on essaye d'être toujours à la pointe de l'innovation, à la pointe de la technologie. Donc, il y a une grosse partie, je dirais, de veille technologique qu'on assure en permanence. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il faut toujours bien... Alors, le fondateur de la société chez nous, la fondatrice Catherine Legrand est kiné de profession. On a à cœur de bien pouvoir séparer ce qui apporte vraiment du résultat thérapeutique de ce qu'on a qualifié il y a quelques secondes de gadget. Donc, on essaye d'être toujours à la pointe de la technologie. On n'oublie pas qu'être kiné, c'est travailler avec ses mains. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on peut parfaitement avoir de la thérapie manuelle et des machines à côté, de la physiothérapie. Donc on essaye de travailler en ce sens et d'avoir toujours ce lien entre le métier de kiné et le matériel que nous, on peut apporter par ailleurs. Dan, dans le nouveau modèle de structure que vous proposez, alors qui est très confort, rassurant pour le kiné, de quel équipement va-t-il disposer ? Est-ce que c'est uniquement du matériel de fitness, Swiss Ball, haltères, bancs, poids, presse, ou aussi du matériel thérapeutique ?
Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre avec le projet qu'on a mis en place sur nos structures parisiennes, c'est que c'est vu comme une joint venture. Donc c'est un projet commun. Donc nous, on met à disposition un emplacement, d'accord. Donc il y a véritablement la partie cabinet de kiné, qui a un espace accueil indépendant pour respecter toutes les règles qui sont éditées par l'ordre des kinés, d'accord. Par contre, ils vont pouvoir bénéficier de tout ce qui est spécifique au plateau de réathlète ou au plateau de rééducation dans une dynamique sport-santé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va intéresser un club de remise en forme, et on est plutôt sur un marché premium, haut de gamme, c'est d'avoir cette notion de sport-santé, sans parler de sport-santé. C'est-à-dire que toute la partie santé, on la confie à un corps qui a tout le respect et toute l'autorité là-dedans, qui sont les kinés. D'accord. Et associer, nous, toute la partie sport, entraînement, qui est liée au fitness. Et donc, les kinés qui s'installent là bénéficient en fait de 3 choses. Un emplacement clé. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'un kiné en temps normal ne pourrait pas s'acheter. Quand vous avez Rubis-sur-Ongle sur les Champs-Élysées ou sur l'avenue de Terne ou à Saint-Germain, à Paris, vous doutez bien que ça fait la différence. Donc, ça fait du passage. Deuxièmement, ils ont accès à un plateau de réathlétisation, un plateau d'entraînement avec des appareils pareils, haut de gamme, et qui représentent un très fort investissement. Et puis, troisième élément, ils ont accès également à une patientèle potentielle déjà existante. Parce que ça se développe très très vite pour nous de ce côté-là. On a un vrai engouement, parce que c'est aujourd'hui 2 kinés plus leurs assistants par club, donc ça représente du monde. Par contre, ce qu'on note et ce qui nous conforte nous dans ce projet, c'est qu'en fait, il y a très peu de transfert de la patientèle vers devenir par la suite client d'un club de remise en forme. Par contre, à l'inverse, notre clientèle qui trouve le confort d'avoir un kiné dans l'endroit qu'il fréquente régulièrement, voilà, et vraiment, donc je dirais, il y a vraiment 3 gros avantages qui sont en faveur des kinés. Voilà. Rapidement, Élie, selon vous, les comportements d'achat sont aussi biaisés par les subventions, les appels à projets organisés par les ARS. Quel est l'impact ou le biais que cela peut représenter dans le comportement d'achat ? Encore, il faut toujours distinguer entre le public et le privé. Bon, rapidement, comme vous dites, on peut avoir des subventions qui viennent d'appels à projets par les ARS pour des structures, comme il faut parler aussi de zonage à un moment, comme des kinés libéraux peuvent s'installer dans des zones sous-dotées, avoir des subventions ou des aides sur toute la partie imposition. Donc oui, ça joue. Bien sûr que l'argent reste toujours le nerf de la guerre. Maintenant, on est capable, nous, d'accompagner des gens dans leurs projets, quels qu'ils soient. Que vous ayez une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros par l'ARS ou de plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous êtes libéral pour vous installer dans une zone, dans un désert médical en province, on est capable d'accompagner tout le monde dans tout type de projet. Et évidemment, plus vous êtes aidé financièrement parlant, plus le jeu est différent de quelqu'un qui ne bénéficierait pas de tout ça. Et alors, posons la question à notre kiné. Est-ce que les cabinets ont tendance à intégrer une infrastructure particulière dédiée au sport santé ? Je parle en mon nom propre parce que je ne connais pas forcément le fonctionnement de tous les cabinets, mais cela va devenir quand même de plus en plus fréquent, je pense. Et de mon côté, personnellement, oui, j'ai intégré l'activité sport-santé dans mon cabinet parce que je pense que c'est d'une part une bonne prévention par rapport à toutes les blessures qu'on peut retrouver. Et ensuite, les patients nous font de plus en plus confiance dans toute la reprise des activités et dans l'accompagnement pour pouvoir prendre et intégrer un peu plus facilement leur posture et démarrer avec une bonne idée du geste et de l'activité qui leur conviendra le mieux en fonction de pathologies éventuelles. Que dans le cadre de mon activité au cabinet, j'étais déjà
propriétaire d'un iMove, donc je l'utilise aussi dans le cadre de préparation à la saison de ski. Je l'utilise aussi pour certains sportifs, pour retravailler le geste, la posture, et donc on sort du cadre parfois de la thérapeutique et on fait de la prévention et on fait de l'optimisation. J'ai aussi un Kizio qui me permet de faire un travail un petit peu plus objectivé dans le cadre du sport santé. C'est assez ludique parce que les élèves ont des repères et aiment bien savoir d'où ils partent, où ils vont et quels sont les progrès qu'ils ont fait éventuellement par rapport à la séance précédente. Donc, ces deux appareils me permettent de travailler les postures, les chaînes musculaires et c'est vraiment le prolongement de mon activité de kiné. C'est ce que j'aime dans le sport santé, en fait, c'est qu'on a cet outil et cet abord qui, avec une vision de l'élève, et donc autant utiliser notre matériel pour pouvoir optimiser tout ça. Et puis à côté, je donne des cours de yoga, de pilates. Donc là, dans le matériel, j'ai plutôt investi. J'aime bien que les élèves aient tous la même chose. Donc, c'est moi qui fais les investissements. Je ne leur ai pas demandé d'investir, de venir avec leur propre matériel. Donc, j'ai investi dans des tapis. Je fais des petits cours de 4 personnes maximum. Donc, j'ai investi dans des tapis, dans les ballons paille, dans les ballons de pilates, dans les cales de yoga, dans les sangles, dans les élastiques. Dans les anneaux, dans les rollers, pardon. Donc en fait, c'est moi qui ai le matériel et je donne en fonction de chaque séance un thème. Et donc on travaille autour de ça, les chaises aussi pour le travail de pilates ou de yoga sur chaise. Voilà. Et donc je l'adapte en fonction. J'ai des élèves aussi bien pour des cours d'entretien. Que d'autres pour de la préparation pour un sport donné. Et donc, j'essaye de les regrouper en fonction de leurs besoins. Et ça crée des petits groupes assez sympas avec une bonne dynamique. Voilà. Et puis, à l'extérieur, dans le cadre de la mise en place de l'activité running, trail, marche nordique, là, je n'ai pas besoin de grand-chose, hormis les échelles de rythme, un peu d'élastique et le reste, on le fait en fonction du terrain. Voilà. Alors, le ralentissement dans les investissements s'explique bien sûr par la conjoncture, mais aussi par la frilosité, le manque de projection. Intéressons-nous justement aux perspectives que pourraient apporter des investissements bien conduits avec de beaux retours sur investissement. C'est notre 3e volet et on en parle après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Troisième et dernière partie, quid des critères déclencheurs d'un investissement en équipement. Alors l'acquisition de nouveaux patients en lien avec une spécialisation, l'accès à une diversification d'activités plus rémunératrices, le renforcement du positionnement, de l'image de son cabinet par l'expertise, le partage de solutions par plusieurs thérapeutes, pléthore d'explications possibles, autant d'orientations qui méritent de l'attention. Et donc Dan, je m'adresse à vous. Selon vous, il y a 3 niveaux, 3 types d'investissements. Expliquez-nous lesquels. En fait, l'investissement, on peut le diviser en 3 catégories, effectivement. On peut parler tout d'abord de ce qu'on appelle les investissements de confort. C'est ceux qui consistent à aménager son cabinet, avoir peut-être une table de massage qui est électrique, de choisir des ultrasons parce que ça permet d'être plus confort dans le travail, une salle d'attente, une vitrine qui est plus attirante. Ce sont des petits investissements de manière générale et qui
qui participent à rendre l'activité au quotidien plus confortable. D'accord ? Ce qui est quelque part indirectement quand même un moyen d'être un peu plus performant, mais c'est ce qu'on appelle les investissements de confort. Donc ils sont en lien avec l'activité, ne la développent pas et sont généralement plutôt réduites. D'accord. Pas Deuxième important, option. pas important. Deuxième option, c'est pas une option, c'est un deuxième niveau. C'est ce qu'on appelle les investissements d'optimisation. Un investissement d'optimisation, c'est ce qui va permettre d'optimiser soit du temps, soit de l'espace. C'est la capacité de prendre, on va dire crûment, plus de personnes en 1 heure. D'accord ? Donc je vais faire le choix de prendre de l'électrostimulation, des ultrasons, tout ce qui permet ce qu'on dit en anglais hands-off, je n'ai pas besoin de mettre les mains et je peux m'occuper de quelqu'un d'autre pendant que je suis en train de soigner indirectement par une technologie quelqu'un. Donc je donne un chiffre qui est simplement un chiffre de consultant qui n'a rien à voir avec l'activité, mais je suis capable de m'occuper de 6 personnes du lieu de 3. Donc mathématiquement, on se rend bien compte que je peux avoir un revenu à l'heure qui est plus optimisé, qui est plus efficace. Légalement, on peut ? Alors après, légalement, ça dépend des uns et des autres. Voilà. Après, du moment qu'on soigne la personne, je pense que ça passe. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans ces éléments légaux parce qu'il y a toujours des variations suivant les régions. Troisième niveau d'investissement, et qui aujourd'hui est peut-être vraiment le thème central du sujet, c'est ce qu'on appelle les investissements de développement. C'est ceux qui vont permettre en fait de faire croître un projet, et non seulement qui vont permettre d'augmenter les revenus, le chiffre d'affaires, mais c'est surtout celui qui vont conduire à un bénéfice plus important. Et donc, ces investissements-là, on les appelle de développement pas pour rien, parce qu'ils nécessitent de développer un projet, un état d'esprit et une vision de ce qui arrive. Aujourd'hui, on le disait pour le sport santé, on est un peu dans le ventre mou du sport santé, tout le monde en parle, beaucoup de monde ont tenté des choses, mais on voit que ça ne marche pas. D'accord ? C'est un petit peu comme Red Bull quand ils sont arrivés sur le marché du soda, c'était un marché complètement saturé. Il y avait Coca-Cola, il y avait Nestlé, il y avait toutes les grandes marques qui étaient là, il n'y avait plus moyen de rentrer. Red Bull était avec une boisson qui était franchement dégueulasse au goût, mais avec une image. Et en fait, la boisson n'était jamais qu'un outil de merchandising. En fait, ils étaient un promoteur d'événements sportifs. Et donc, ils ont bouleversé le marché, et pourtant, ils vendent du soda. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, sur le marché du paramédical, du sport santé, de tout ce qui peut être diversifiant pour un kiné, qu'est-ce que les gens peuvent développer comme projet? Et donc, à ce moment-là, trouver du crédit, trouver de l'association. Donc, c'est forcément plus lourd, mais plus global. En préparant cette émission, on m'avait dit, conjoncturellement, on analyse que les investissements se font sur les niveaux 1 et 2, mais que c'est une erreur, car il n'y a pas de prise de risque. Alors, comment on vise la performance avec un grand V, si je peux dire? Attention, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire que c'est symptomatique d'un métier qui, de manière, on va être très, très clairement, est financé quand même par la sécurité sociale, faut le dire tel quel, et que la deuxième partie qui est un risque, donc qui devient compétitif avec l'arrivée des APA et avec l'arrivée d'autres soins qui seront peut-être plus rapides, plus efficaces, entre guillemets, c'est dans la vue du consommateur, dans l'œil du consommateur, il ne faut jamais l'oublier. Quand les gens vont payer, ils vont décider. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'ambition ou une vision de leur métier, ça ne se passera pas sans investissement. Voilà. Les gens n'achètent pas s'ils ne sont pas séduits. Voilà. Et donc, il ne faut pas imaginer que le secteur du médical, de la santé, surtout la santé des gens, quand ils vont se l'approprier, c'est un marché d'expérience. Élie, est-ce que dans votre démarche commerciale auprès des kinés, vous argumentez sur la rentabilité de vos appareils, éventuellement leur possible utilisation, rentabilisation en utilisation hors convention ? Je pense qu'on a une démarche beaucoup plus proche de la thérapie en première intention que du commerce. Donc, on sait très bien, je crois que vos éditeurs savent très bien qu'aujourd'hui, un kiné sur un AMK 7,5 pendant 30 minutes, c'est 17 €. Donc, aujourd'hui, nous, encore une fois, on sait tout faire, tout type de cabinet. Ce qui nous importe chez Elite Médical, c'est de répondre aux besoins du client. Donc, quand on a un client avec une ambition plus ou moins démesurée qui vient nous voir en nous disant je veux soigner, mais je veux aussi gagner beaucoup d'argent, on sait faire. Quand on a un kiné qui vient nous voir en nous disant moi je veux avoir un cabinet traditionnel, on sait faire aussi. Donc oui, on sait répondre à cette demande. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir coller à la demande du client.
Ce qui est très important pour nous, c'est d'expliquer aux praticiens que des prises en charge correctes sur des tarifs conventionnés sont possibles, mais n'empêche pas en parallèle une activité commerciale qui va être un petit peu plus rémunératrice, puisque comme on l'a dit, la revalorisation des actes en kiné n'a pas évolué sérieusement depuis plus d'une dizaine d'années. Donc le message qu'on essaye de faire passer, c'est soigner correctement n'est pas incompatible avec une activité en parallèle pour gagner de l'argent. Donc pour répondre à votre question, oui, quand on nous le demande ou quand on sent que c'est une attente de nos clients, on est capable de leur dire avec telle ou telle pratique, avec telle ou telle machine, vous pouvez non seulement soigner d'un côté, mais en plus avoir des effets sur d'autres choses. On parlait de TKR-thérapie tout à l'heure, c'est des choses qui sont parfaitement adaptées pour soigner une tendinopathie, une lombalgie, comme on en voit beaucoup dans les cabinets, et qui peuvent à côté aussi avoir des effets sur du bien-être, du stress, du sommeil, des choses comme ça. Donc on a ce rôle de conseil, mais peut-être moins que M. Halifax sur une approche commerciale en première intention, plus sur la thérapie d'abord. Et on s'adresse à nouveau à notre kiné. Est-ce que vous avez raisonné développement dans l'organisation de votre plateau technique ? Le développement, ça a été quasiment la question numéro 1 qu'on s'est posée. Et on avait un objectif quasiment à 20 ans. Dans le sens où on intégrait, notre objectif était d'intégrer un cabinet vraiment pluridisciplinaire. On savait que nous étions encadrés de chirurgiens, de médecins, et qu'il fallait après répondre aussi à la demande kinésport de l'ensemble de ces entités. Donc l'investissement matériel, on devait l'envisager presque comme un petit centre de rééduc. Donc il nous fallait la salle de sport, machine de musculation, vélo, qui pouvait calculer les puissances, ça, c'est assez onéreux, machine de muscu onéreux mais impérissable, et surtout matériel isocinétique. On n'est pas parti sur des matériaux de type physiothérapie qui faisaient augmenter la facture et sans spécialement répondre à nos objectifs thérapeutiques. On était surtout sur une thérapie active, donc il nous fallait l'investissement matériel cité en priorité. Pour ça, on est parti sur un prêt. Il fallait à tout prix que ce prêt réponde à une exigence financière mensuelle capable d'être absorbée par 4 kinés. La mutualisation est la stratégie principale dans notre cabinet. Mutualiser les charges sur 4. On était parti sur une structure au début de 150 mètres carrés, mais avec un potentiel de s'agrandir, avec des surfaces qui, au fur et à mesure, pouvaient se racheter autour de nous. Donc, le point de rentabilité, il était assez simple. Travailler directement avec les chirurgiens et les médecins, se faire connaître des alentours et répondre aussi à leurs demandes, qui permettaient d'être un moyen d'amener les patients que l'on désirait, donc objectif kinésport, et de répondre à notre demande de remplir un agenda rapide. Mais par contre, dans le business plan et dans l'investissement global, il avait été envisagé que sur quasiment 6 mois, on ait une perte de chiffre d'affaires sur l'ensemble des kinés qui travaillaient au sein de la clinique. Donc, nos méthodes mutualisation, il n'y avait pas spécialement de risque parce qu'en kiné du sport, aujourd'hui, le remboursement Sécu fait que on a beaucoup de demandes, contrairement aux préparateurs physiques qui n'y sont pas assujettis, et donc plus dur de se faire un agenda. Et surtout, le projet médical en commun, chirurgien et médecine du sport. Dan, que souhaitez-vous que nous retenions justement de ce plateau, vos conseils en la matière? Il y aura encore tant à dire, mais qu'est-ce que l'on doit retenir? Ceux qui ont une grosse ambition pour leur métier ou qui ont envie aujourd'hui d'exercer leur métier de manière peut-être plus globale, et je parlerai plus pour le côté sport-santé que je connais davantage, c'est dans les périodes de crise qu'il faut se lancer en fait, qu'il faut prendre les risques parce que vous aurez peu de concurrence et c'est là où la plupart des gens se cachent. Dernière petite question pour notre kiné. Est-ce que vous pensez que la tendance de vos confrères va dans le sens de ce qui a été développé par Dan Halifax en termes de
performance, la troisième option d'investissement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Daniel précédemment, à savoir que ce que moi je vois à mon niveau, les gens, ils ont quand même des difficultés sur des gros investissements à sauter le pas parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a vraiment un aspect économique, c'est-à-dire que le contexte actuel, il est quand même pas favorable et que les gens, ils ont tendance à se regrouper sur ce qu'ils font déjà et à faire des petits investissements et que quand l'investissement est beaucoup plus conséquent, ils vont se tourner soit vers quelque chose qui est assez rassurant. Moi, je parle souvent d'un top 5, des choses qu'on trouve fréquemment dans l'investissement, soit des appareils, on va dire, de renforcement, d'isocinétisme, les appareils d'onde de choc, etc. Donc, des choses qui sont déjà posées. Et quand on a des investissements qui sont un petit peu à rupture avec la pratique, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, justement, sauter le pas, c'est pas évident. Il y a des investissements qui vont nécessiter vraiment un changement, alors pas forcément radical, mais quand même assez conséquent de leur pratique. Et que ça, c'est compliqué pour le genre. Moi, je le vois par rapport à mon niveau, quand je suis passé sur quelque chose de différent dans ma pratique, ça a vraiment changé totalement ma façon de travailler. Et moi, je peux concevoir que c'est quand même assez difficile pour ces personnes-là et que actuellement, finalement, peu de gens le font parce que, bon an, mal an, des patients, tout le monde en a. Les cabinets sont quasiment tous pleins et que s'ils veulent investir et, on va dire, faire en sorte qu'il y ait une optimisation de leur patientèle, eh bien, ça demande un changement radical qui est vraiment pas évident. Merci beaucoup. J'avais presque envie de vous piquer votre mot de conclusion. La créativité naît de la contrainte. Vous ne l'avez pas dit, donc je le dis à votre place. Investir, c'est aussi être visionnaire, porter un projet, se projeter, être déterminé. Ce n'est pas forcément une prédisposition chez le kiné, mais il ne faut pas être complexé de s'entourer de personnes qui ont les qualités requises. Et là, c'est tout un état d'esprit, une philosophie un petit peu comme quand on s'offre les conseils d'un spécialiste, qu'il soit coach sportif, conseiller en patrimoine, un architecte, chacun sa métier. On peut tout faire. On croit pouvoir tout faire avec des tutos, mais après, il y a quand même des métiers qu'on n'invente pas. Et donc, bien sûr, le Graal, c'est de conjuguer rentabilité avec le plaisir et tirer la profession vers le haut. Notre émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Mardi de la santé unime, où nous parlerons des thérapeutes et des réseaux sociaux entre force et faiblesse. Mais la soirée n'est pas tout à fait terminée puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est proposé et dont Aude vous rappelle le contenu, que ce qui attend nos auditeurs ce soir. Tout à fait, on se retrouve ce soir pour un atelier de présentation de l'association UNIM. Donc 10 minutes où vous allez avoir un échange avec un de mes confrères pour vous parler de tous les avantages qu'on réserve à nos adhérents. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensemble, on est plus fort. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.